Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois notre collaboratrice Catherine Stassin. Elle nous amène de sa chronique « L'angoisse du lendemain de veille ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène de son sujet « Les enfants de femmes battues ». En début de deuxième demi, on vous présente un segment spécial « Les prénoms loufoques » avec Pierre et moi. Merci d'être là, bienvenue à Folie douce. Que vous soyez barjot, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. C'est maintenant le moment d'accueillir Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet quand même qui peut être embêtant, mais c'est l'angoisse du lendemain de veille. Tu sais, quand les gens prennent un coup dans le fond, puis ils sont un petit peu amochés, puis ils ont un peu la gueule de bois, c'est un peu ça. Hein? C'est ça, qui n'a pas vécu un matin comme ça. C'est ça. Hein, on se rappelle à peu près de la soirée. Jeunes ou vieux, on a tous vécu ça. Un peu, en général. Surtout on essaye au moins fois. une fois, en tout cas. Surtout sans expérience jeune, on a souvent vécu ça. Voilà, c'est ça. Il y en a qui le vivent plus longtemps. C'est toujours un petit peu problématique. Des fois, ça s'étire. Justement, avec ça, on rigole, mais je voudrais quand même donner un avertissement pour dire que l'alcool, c'est avec modération. Ouais. Et que là, on peut peut-être en rire un peu, mais ce n'est pas drôle pour tout le monde. Et effectivement, il y en a qui ont des problèmes d'alcool et des services, là, tu donneras à la fin. C'est ça. Tout ça, c'est mentionné en fin de chronique. Ouais. Vous pourrez aller voir. Exactement. Mais ici, aujourd'hui, on parle de la gueule de bois. Et puis, la gueule de bois, tout le monde a expérimenté ça. On a des sensations pas terribles, des symptômes, la fatigue, la soif, des nausées, des fois pas faim ou faim que pour une sorte d'aliment. Mal de tête. Mal de tête, très bonne chose. On sait plus se concentrer, on a mal à l'estomac, enfin, il y a plein de choses. On voudrait mourir des fois. Hein, oui, certains, oui. On voudrait en tout cas dormir, un ou l'autre. Dépendamment de l'intensité. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi, en plus, ces pauvres personnes qui ont 20% de la population qui a eu un lendemain de veille, vit de l'anxiété aussi. Okay. 20%, c'est quand même un cinquième, c'est pas mal. OK. Et ce symptôme supplémentaire, c'est l'anxiété, ou en anglais, ils disent anxiety, de la combinaison des mots hangover et anxiety. Donc, maintenant, dans le langage souvent pseudo-médical ou scientifique, les gens parlent aussi de anxiety. Et on sait que l'anxiété est tellement présente, puis c'est un problème de santé mentale. Là, ça cause plein de problèmes. Alors, ça pose plein de problèmes. Et puis ici, avec un lendemain de veille, un lendemain de brosse, un lendemain de cuite, il y en a du vocabulaire pour ça. C'est une cuite, c'est ça. Eh bien, ça peut durer plus de 14 heures encore après les premières sensations d'anxiété. Donc, on se dit, oui, mais d'où ça sort, cette affaire? En fait, c'est la chimie du cerveau. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ça qu'on veut comprendre. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que l'alcool vient débalancer tout l'équilibre de votre cerveau. Donc, il vient débalancer les neurotransmetteurs et principalement le GABA et le glutamate. Glutamate, tout le monde a entendu parler. Le GABA, c'est, pour abréger évidemment, c'est un neurotransmetteur qui, lui, va favoriser la sédation, la relaxation. Donc, si on le bouleverse, et on bouleverse le glutamate, qui, lui, est quelque chose qui est responsable de l'activation du cerveau. On parle bien du cerveau, on ne parle pas d'autre chose. Donc, ces deux neurotransmetteurs sont totalement perturbés. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait? Le corps, il voit en plus ce déséquilibre, il veut y remédier. Donc, le cerveau dit, moi, je vais fournir encore plus de glutamate, jusqu'à 200% de ce qu'on fabrique d'habitude. Et puis, donc, tout ce déséquilibre et cette tentative par le corps et le cerveau, donc, de rééquilibrer, déclenche également d'autres effets secondaires ou des effets... le cortisol. Pourquoi? Parce que le corps prend ça, le cerveau prend ça comme un stress. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là avec mes neurotransmetteurs? Eh bien, on me fait des choses pas très correctes. Qu'est-ce qui se passe? C'est un stress pour le cerveau. Donc, est déclenché le cortisol et ça se maintient de manière assez élevée encore le lendemain de veille. Donc, vous avez arrêté de boire, mais ça peut se maintenir même, pour le cortisol en tout cas, jusqu'à une semaine après un taux qui n'est pas un taux normal. Donc vraiment, le corps réagit comme dans un stress. Donc, il faut y penser 2 fois avant de prendre une cuite, finalement. La prochaine fois que vous prendrez plus qu'un verre, ou vous sentez que vous dépassez une certaine limite, dites-vous, qu'est-ce que je fais à mon cerveau? Je le maltraite dans le fond un petit peu, parce que le cerveau, il va vraiment mal le prendre. Il le prend vraiment comme un gros stress, et il va réagir comme il peut, d'ailleurs. Parce qu'on pense souvent à l'alcool, on pense souvent les effets physiques, tu sais,
on va avoir mal à ci, à ça, etc., mal au cœur, peu importe. Là. Mais effectivement, comme tu dis, le cerveau, c'est pas tout le monde qui pense ça. T'sais, on associe souvent la drogue avec le cerveau, mais l'alcool aussi a des effets négatifs. Ben voilà. Et pourquoi aussi? Donc, j'ai parlé du GABA et puis du glutamate, mais il y a aussi quelque chose qui est un peu plus connu du grand public, peut-être, qui est connu, on dit l'acétaldéhyde ou l'éthanal, pas l'éthanol, attention, hein, l'éthanal ou l'acétaldéhyde. Et ça, en fait, l'alcool, il convertit ce composé quand il va éliminer, il va le convertir. Mais il faut du temps. Oui, les toxines là, de l'alcool, en fait, c'est ça, quand voilà. il va éliminer l'alcool. Mais le problème, c'est que ce même acétaldéhyde que fournit l'alcool, eh bien, ça provoque aussi une augmentation du cortisol. Donc, encore un autre facteur d'augmentation de cette fameuse hormone qui augmente l'anxiété et qui est responsable aussi de cette fameuse gueule de bois où on se lève et on ne sait plus parler, on ronchonne. Comment tu t'appelles? Quand on vous dit qu'est-ce que tu veux manger, vous répondez juste par des bruits. Donc, tellement vous êtes plus capable. Hein? Enfin, je parle pour moi. Ouais. Et pourtant, je ne prends pas souvent de brosse. Qu'a vécu ici? J'ai mal son parce que moi, je supporte très mal l'alcool. Moi, tu connais, ça, c'est important. Voilà, donc moi, un verre, c'est bon, ça me suffit. Bon, maintenant, on est pogné avec cette anxiété. Pour ces 20% de personnes, qu'est-ce qu'on fait avec cette anxiété? Ouais. Comment on va pouvoir aider notre corps à se débarrasser, dans le fond, de ce phénomène qui est dû à l'alcool et que notre cerveau a traité comme il pouvait? Eh bien, évidemment, on va le lendemain et même le jour même, arrêter notre consommation d'alcool idéalement pendant une semaine. On va vraiment essayer de baisser, si pas arrêter totalement la consommation d'alcool pour donner un coup de main au corps. D'accord? On va aussi essayer de bien dormir. Parce que pendant le sommeil, il y a des phases importantes réparatrices et on va rater ces phases-là avec l'alcool. Donc, si on continue à boire après, on va encore moins se remettre de notre gueule de bois. C'est un mythe, ça, parce qu'on disait souvent rebuvez le lendemain, puis ça va vous remettre. Mais, totalement un mythe. Ou le junk food, puis ces affaires-là. Absolument sorti de nulle part. Ouais. D'accord? Donc, ça ne fonctionne pas. C'est pour se donner une bonne conscience, ceux qui veulent continuer à boire. Il y a des alcools qui passent un peu mieux pour la gueule de bois, comme la vodka. Ceci dit, ça dépend de la quantité ça fait moins fort de gueule de bois que le whisky. OK. Mais, attendez, si vous prenez simplement un petit verre de vodka ou deux, maximum. D'accord? On ne commence pas. Voilà, exactement. Là, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste. Là, il pourrait y avoir égalité, à mon avis. Ah, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi, ça c'est connu, on consomme de l'eau. Oui, ça c'est sûr. Allez, on boit de l'eau, on boit beaucoup d'eau dès le début de la gueule de bois. Et ce qu'on conseille aussi, puisque l'alcool déshydrate le corps, en fait. On dit, j'ai soif quand on a une fête, mais il déshydrate déjà votre corps. D'ailleurs, un des trucs que beaucoup de gens font, c'est que quand ils boivent de l'alcool, ils vont aussi boire de l'eau entre ça. Alors, c'est au conseillé. Moment de boire, ça va donner une hydratation tout au long. Là. Voilà, il faut aimer ça, évidemment. C'est pas très rigolo. Mais... c'est sûr qu'un verre d'eau, ça vient un peu Voilà, on met flat. un verre d'eau à côté du verre de vin dans les bons restaurants. Ça aide. Voilà, ça peut aider. Mais l'idéal, c'est pas de prendre une brosse. L'idéal, c'est de boire pour le plaisir. Ouais. Évidemment, c'est encore d'autres choses. Des fois, on a besoin de ça. Là. Chacun fait comme il veut. D'accord? Comme tu dis, une fois que la gueule de bois est là, l'eau va aider aussi à réhydrater automatiquement le corps. Exactement. Et aussi, l'eau va aider à la diminution de l'anxiété. Parce qu'en fait, la déshydratation augmente aussi l'anxiété. OK. Quelqu'un qui se déshydrate a plus d'anxiété. Donc, l'anxiété va aider aussi dans ce cadre-là. OK. Ça va? OK. Donc, Alors, il y a encore autre chose, ce sont les aliments. Certains aliments, des fois, il faut un peu se forcer parce qu'on n'a pas envie de manger, mais certains aliments peuvent aider à réduire des dommages causés par ce fameux acétaldéhyde. OK? Donc, c'est quoi comme aliment? C'est tous ceux qui contiennent des antioxydants. Et ça, maintenant, on connaît bien. Hein? C'est dans notre vocabulaire quotidien. Ouais. On va aller manger des baies, des petits fruits, des noix, du chocolat noir. Personne ne va dire non à ça. Personne ne va dire non à des noix, des baies, du thé vert. D'accord? Oui. Ça aide aussi à améliorer l'état, en fait. À réduire les dommages de l'acétaldéhyde. OK? Donc, ici, maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas pu vérifier scientifiquement. Certaines personnes parlent en effet de cet alcool, par exemple, vodka, qui serait à petite dose aussi,
plus facile pour ne pas avoir la gueule de bois. Certains parlent aussi qu'au soir où vous vous couchez, où vous avez bu, vous prenez de l'ibuprofène et vous buvez aussi. De l'eau. Et pareil le lendemain matin. Ça, je n'ai pas trouvé de preuves scientifiques. Donc, c'est des choses que j'ai pu trouver dans des articles, mais je n'ai pas trouvé de... Ce serait comme préventif, là, de causer moins de gueule de bois. J'avais déjà entendu ça, mais bon, il faut aller voir dans la littérature scientifique, et ça n'était pas dans les articles scientifiques que j'ai pu lire. Mais comme tu disais à la base, si on se limite un peu, c'est ça la solution. Là. Je pense que c'est toujours la solution, évidemment. Mais bon, des fois, certaines personnes ne savent pas s'arrêter. D'accord. Ou il y a une raison incroyable que les gens veulent fêter, puis bon, ils sont partis. Voilà, ils peuvent fêter, mais alors fêter et se dire, tiens, un verre d'eau, un verre d'autre chose. Ou on assume, puis on a la gueule de bois, là, mais c'est... Il faut aimer être malade. Et si on veut pas l'avoir, effectivement, c'est pas agréable comme sensation. Là. Non, personne n'aime ça. Si en plus vous êtes dans les 20% qui fêtent de l'anxiété, c'est ça. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut décourager fortement à boire. Ouais. Alors, moi, j'ai quand même un truc infaillible qui vous permet de ne pas avoir la gueule de bois. Quel est-il? Tu veux vraiment savoir? Ben oui, dis-nous-le en mille. C'est l'abstinence. Ah ben oui, l'abstinence, mon Dieu. C'est pas drôle. Hein? J'aurais dû y penser. L'abstinence. C'est l'abstinence totale. Bien sûr. D'accord. Bon, évidemment, c'est très dur à demander pour quelqu'un qui aime bien boire, etc. Mais si vous aimez bien boire, buvez un verre, un bon vin rouge, l'alcool qui vous plaît, etc. Et limitez-vous à ça. Vous n'aurez pas la gueule de bois en mangeant avec. D'accord? Exactement. Maintenant, il faut dire qu'on a remarqué, avec une abstinence, que chez les gros buveurs, on parle vraiment des gens qui savent enfiler des shots, là, qui lèvent le bras. Qui savent lever le bras, lève le chacun coude, ses talents. Ouais. La réparation du cerveau et le flux sanguin se sont améliorés en 2 semaines. OK. Donc, il n'est jamais trop tard pour faire des efforts. En 2 semaines, votre flux sanguin et votre cerveau se met déjà à se réparer. Et il faut dire aussi qu'au niveau positif sur ce sujet, des alcooliques qui souffrent de troubles anxieux ont été signalés comme avoir des troubles d'anxiété beaucoup plus réduits au bout de 6 semaines. Donc, après avoir fait là, on parle de personnes alcooliques. Ouais. Donc, au bout de 6 semaines, l'anxiété diminue. Et Dieu sait si c'est présent pour quelqu'un qui est atteint de cette maladie. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je l'ai déjà dit, on va contrôler sa consommation d'alcool. On va essayer de bien dormir, comme on peut. On va être sûr d'avoir des heures de sommeil, prévoir que le lendemain, on ne fait pas quelque chose de trop rapide. Ouais. On se réhydrate, comme dit, et surtout, manger correctement, des bons aliments. Certains ont même dit, tiens, le jaune d'œuf, pas trop cuit, pas un œuf dur. Ça peut aider aussi, mais ça, de nouveau, c'est on dit, pas du vérifier. Ça reste que des aliments meilleurs vont aider aussi, comme c'est un peu la logique. Des aliments frais. On s'hydrate bien, quelque chose avec de l'eau, avec quelque chose d'hydratant. Et des antioxydants pour aider le cerveau à se réparer. Puis évidemment, prévoir le tout, là, justement, essayer de pas aller au bout de nos limites, là, ou au-delà de nos limites, en fait, c'est un peu ça. Mais, oui, si on a prévu de retravailler le lendemain, ça va être difficile. Oui, ça va être difficile, la journée va être difficile. Merci beaucoup, Catherine, pour ce sujet. Donc, c'est un sujet plus amusant, mais quand même, on voit qu'il y a quand même quelque chose de grave là, qui peut en survenir. Donc, l'angoisse du lendemain de veille, merci. Oui, parce qu'on en rigole de nouveau, mais c'est sérieux pour certaines personnes. Oui, à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Folie douce est aussi présent sur Instagram. Venez nous voir. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Alors, Pierre Laporte, tu as un sujet pour nous aujourd'hui, c'est les enfants de femmes battues. Oui, un sujet, une réalité difficile à entendre, mais c'est un peu ce qui se passe avec les blocs Espresso et je dirais même l'émission au complet qu'on fait. On a parfois des sujets plus durs, mais il faut en parler. Oui, il faut en parler, effectivement. Si on parle de santé mentale, alors c'est pas toujours rose. Hein? Non. Alors, cette semaine, je suis tombé sur un article sur Internet qui s'appelle « Enfants de femmes battues, des rescapés trop souvent oubliés ». Parce que les enfants peuvent être affectés assez gravement par la violence conjugale, même si, par définition, c'est pas dirigé contre eux spécifiquement. Ce sont des éponges, comme tu l'as souvent dit dans des blocs sur les enfants. Ils vont absorber, puis des fois, ils vont même prendre ça personnellement. Ouais. Alors, j'ai pris ça sur le site Internet marieclaire.fr, un site français. C'est écrit par Mme Catherine Durand, qui est rédactrice en chef adjointe à Marie-Claire. Elle enquête régulièrement sur les droits des femmes. Elle nous dit « Enfants, ils ont été les témoins des violences subies par leur mère, mais restent les grands oubliés du débat.
Devenus adultes, 5 d'entre eux ont témoigné dans un documentaire touchant diffusé le 26 novembre 2019 sur la télé de France 2, Enfants de femmes battues, les oubliés, tourné par Mme Géraldine Levasseur. Donc, à Saint-Quentin, en France, une communauté dans le département des Yvelines, tout le monde a cru à la famille parfaite. Le père pompier et Bernadette, sa femme mariée depuis 24 ans, parents de 3 enfants, Kenny, Milia et Luna. Le bonheur en façade. À l'intérieur du foyer, la violence est allée beaucoup crescendo. Une violence psychologique, puis les coups et le meurtre quand Bernadette a osé demander le divorce. C'était en 2015. Une fois l'enquête et les articles locaux bouclés, le mari condamné et incarcéré, on s'interroge rarement sur ce qu'ont vécu les enfants toutes ces années dans le huis clos familial destructeur, ni sur ce qu'ils deviennent après. Dans un autre cas, Séphora, 18 ans, a vu sa mère, Alexandra Lange, être humiliée, frappée, terrorisée jusqu'au jour où elle a tué son bourreau. Aujourd'hui, en France, en droit, un arrêt porte son nom car, en 2012, la Cour d'assises de Douai l'a acquittée, la considérant comme une victime et non comme une coupable. Une première, un procès unique où même le procureur Luc Frémiot s'est rangé du côté de l'accusé, lui qui dénonce inlassablement les dysfonctionnements de nos institutions face au féminicide. Jeune adulte, Séphora a accepté elle aussi de témoigner dans le documentaire de Géraldine Levasseur. Avec courage et sincérité, tous ont mis des mots sur le silence imposé, la honte, la peur et les conflits de loyauté qui les ont minés et racontent leur lente reconstruction. Il serait temps de ne plus les considérer comme des victimes collatérales, mais comme des rescapés. Ce fut la démarche de la réalisatrice-productrice. Alors, le site Marie-Claire a tenu une entrevue avec Mme Géraldine Levasseur. On lui a demandé « Pourquoi vous êtes-vous intéressé aux enfants de femmes battues? » Elle a répondu « J'avais entendu dire que ces enfants étaient des victimes collatérales, mais quand on voit tous les jours sa mère violentée, menacée de mort, on ne peut pas être juste une victime collatérale. » D'ailleurs, le juge pour enfants, Édouard Durand, qui témoigne dans le documentaire, estime que les violences conjugales sont parmi les maltraitances les plus graves infligées à un enfant. Elles causent des traumatismes comme ceux vécus en cas de guerre ou de terrorisme. Et c'est quand même quelque chose. Hein? Oui. On ne pourrait pas penser que c'est aussi grave, dans le fond, même si ça l'est. Là, c'est une situation difficile et violente. Intenable, oui. Ouais. On a ensuite demandé à Mme Levasseur, pour l'ex-procureur de Douai, j'ai dit Douai tantôt, je pense que c'est Douai, Luc Frémiot, un homme violent ne peut pas être un bon père. Qu'en pensez-vous? Mme Levasseur répond, un homme qui insulte et frappe sa compagne devant son enfant ne peut pas être un bon père, puisqu'il se fiche de son intérêt. Un enfant voit, entend et sait tout, même ce qui se passe la nuit dans la chambre à coucher. Le témoignage de Séphora est édifiant. Un homme qui violente sa femme n'est ni un bon père, ni un modèle pour ses enfants. Il faut donc très vite réagir. Comment? Mme Levasseur nous répond, les enfants passent beaucoup de temps à l'école. Je pense que l'Éducation nationale doit s'emparer de ce problème, soit agir dès qu'un enfant est en décrochage scolaire ou se montre mutique ou ne participe pas en classe alors qu'il en a les capacités ou fait preuve de violence. L'éducation devrait mettre en place un dépistage, des entretiens, diffuser des films. De la même manière qu'on doit faire de l'éducation sexuelle dans les collèges, on doit faire de l'éducation aux violences conjugales. Ces enfants ne peuvent pas non plus amener des copains à la maison. Ils ont peur que ça dégénère, ni dormir chez eux parce qu'ils ont peur qu'il se passe quelque chose pendant leur absence. Très isolés, ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont honte. C'est tabou. J'aimerais que ce documentaire soit diffusé dans les écoles, que des témoins se déplacent et qu'il y ait une prise en charge des enfants. On poursuit avec une autre question. On lui demande, dans le documentaire, on perçoit chez les enfants des conflits de loyauté vis-à-vis du père violent. Madame Levasseur nous répond, les enfants aiment leur père et leur mère. Mais à un moment donné, ils détestent ce père devenu un bourreau et cette mère même devenue une victime impuissante. Ils se disent, si je vais à la police, je protège ma mère, mais pas mon père.
Si j'en parle à l'école, mon père m'a dit que je risquais d'être placé. Et si je suis placé, je ne pourrai plus protéger ma mère. Ces enfants sont tiraillés en permanence. Le rôle de notre société et de nos institutions est de les protéger en éloignant le père du foyer, en le soignant et en lui retirant l'autorité parentale. On va y revenir plus tard. Donc, les enfants de femmes battues, sujet difficile, on va en parler un peu plus tard à l'émission. À venir dans l'émission, Pierre et moi vous présentons un segment spécial, les prénoms loufoques. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet, les enfants de femmes battues. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Vous écoutez Folie Douce. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Tel que promis, donc, en début d'émission, bien Pierre, salut, on amène quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui. Tu sais, la santé mentale, on s'est rendu compte avec les années des fois, il faut dédramatiser. Tu sais, on a parlé de toutes sortes de sujets, des fois plus durs que d'autres, des fois, c'est des sujets plus légers, mais quelquefois, il faut juste... trouver que la santé mentale, tu sais, des fois, on a l'air fou des fois dans des situations où, ben non, il y a des affaires qui nous font rigoler. Fait que c'est un peu ça aussi, la santé mentale, c'est de s'amuser des choses. Fait qu'on a décidé d'amener quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui à l'émission. C'est un segment, en fait, spécial sur les prénoms loufoques, parce qu'on sait qu'il y en a pas mal, des drôles de prénoms. Là, à travers les années, il y en a qu'on se disait, mais coudonc, les parents ont-tu pris de la drogue quand ils ont donné ces prénoms-là à leurs enfants? Je pense que tu as trouvé pas mal de choses là-dessus. Oui, j'ai trouvé des choses pas mal intéressantes, puis loufoques, en effet. Ouais. Et c'est dans plusieurs pays que il y a des parents comme ça qui vont donner des noms très originaux à leur descendance, même peut-être un peu trop. Et on peut dire qu'il y a des règlements qui existent un peu partout dans le monde pour empêcher les enfants d'être ridiculisés plus tard dans leur vie. Même ici au Québec, je pense que tu ne peux pas donner le nom de spatule à quelqu'un. Exactement. Il faut qu'il y ait un certain... faut que ça soit approuvé, en fait, le nom. C'est un peu ça. Là. Oui. Alors... on nous dit, saviez-vous qu'il existe des restrictions sur les noms et prénoms au Québec? En effet, vous ne pouvez pas nommer votre bébé n'importe comment. Le prénom choisi ne doit pas porter préjudice à l'enfant. En ce qui concerne les noms de famille, la règle est plus claire. On peut donner un nom de famille formé d'au maximum de 2 noms à un nouveau-né. OK. Pour les noms de famille. Les noms des parents, par exemple, les 2 noms des parents. Oui. C'est ça. Oui, mais par exemple, si les parents ont tous un nom de famille composé, ils devront en choisir chacun un à donner à leur enfant. S'ils n'arrivent pas à trancher, le directeur de l'État civil le fera pour eux, peut-on lire sur le site de Justice Québec. Ah bon? Fait que c'est ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de jeunes, surtout souvent dans les années 80, qui sont nés, qui ont eu les doubles noms. Là. Fait que si 2 jeunes de ces années-là se marient ou ils sont en union, là, c'est ça, il faut en couper un. Il faut en enlever un. Ouais. Alors, quels sont les prénoms qui sont interdits au Québec? Il n'existe pas de liste officielle des prénoms interdits au Québec. Toutefois, selon le site Éducalois, le directeur de l'État civil peut vous inviter à modifier votre choix s'il s'agit d'un prénom inusité qui prête au ridicule ou est susceptible de déconsidérer l'enfant. Parce qu'il faut penser que c'est effectivement l'enfant va vivre avec ça longtemps, là, à moins qu'il change de nom. Mais toute sa vie. Ça peut causer des problèmes d'anxiété puis de stress, effectivement. Ah, sûrement, oui. Ouais. Par exemple, l'officier public est déjà intervenu pour faire modifier les prénoms de spatule, comme tu le disais tantôt. Je pense que ça avait fait les manchettes. C'était pas une joke. Là. Non, c'était vrai. C'est ça. Il y en a une autre qu'on avait baptisé ou qu'on voulait baptiser « C'est un ange », comme prénom. Là. Ouais. Aussi, il y a eu Goldorak. Un amateur de la série. Hein. Sûrement. Ces prénoms avaient réellement été attribués par des parents québécois.
Et des fois, je me pose la question aussi, tu sais, les noms célèbres, ils disent souvent de pas... Tu sais, quelqu'un s'appellerait, mettons, René Lévesque. Je te donne un exemple. Ouais. Tu sais, des fois, ça peut faire porter un poids à l'enfant. Justement, oui. Tu sais, tout le monde va dire, ah, ben c'est ça. Oui, il y en a qui se font donner des noms, puis c'est dans le fond, c'est pour... rendre hommage, oui, peut-être. c'est ça. Ouais. Mais sauf qu'à quelque part, les gens vont se faire niaiser, entre guillemets. Là. Oui, c'est ceux, par exemple, qui n'aimaient pas René Lévesque. Ouais, ou qui trouvent ça ridicule. Ou ils vont l'appeler Tipoil, tu sais, le surnom de René Lévesque, ou n'importe quoi. Tu sais, je trouve que c'est juste d'amener un peu de la souffrance à cet enfant-là. Alors, lors de ces rares cas de prénoms jugés inacceptables, le tribunal peut intervenir si les parents refusent de les modifier. Un juge pourra ensuite décider quel prénom l'enfant aura. Ça peut aller jusqu'à là. Ah OK. Ouais. Au Québec et au Canada, il est obligatoire d'enregistrer les noms et prénoms de l'enfant dans les 30 jours après la naissance. Au Québec, la déclaration de naissance doit être acheminée au directeur de l'État civil. Ouais. Sur l'acte de naissance, le prénom usuel doit être indiqué, de même que tous les noms et prénoms du bébé. Sur le site de l'État civil, on peut lire qu'il est recommandé de limiter à 4 le nombre de prénoms présents sur le certificat de naissance. C'est ça, ils sont inscrits, mais le nom usuel, ça va être lui qui va être utilisé. C'est pas nécessairement ces 4-là, Oui, effectivement. Oui. Vous pouvez toutefois pousser jusqu'à 5. Et cette dame qui avait écrit l'article, elle nous dit « Je vous en donne ma parole. Mon nom complet est Marie Raïssa Pénélope Éléonore Lisandre Ouellel Dolbec. » Je te jure, c'est pas une farce. Non, il y a plusieurs prénoms. Là, cette femme-là utilise seulement le prénom Lisandre. Non, parce que l'avantage, je pense, entre autres, c'est ça, c'est que si un jour dans la vie, il y a quelqu'un qui a un autre prénom pareil, puis je sais pas, qui a fait une chose incroyable, ben, l'enfant va pouvoir, je pense, changer plus facilement de prénom à cause qu'il est déjà inscrit dans je crois que c'est ça aussi. Mais juste comme ça, là, je sais que le prénom Adolphe est devenu beaucoup moins populaire suite à la Deuxième Guerre mondiale. Mais pas qu'il est interdit, c'est juste que le monde associe ça à quelque chose qui est comme horrible. Oui, c'est ça? Sûrement. Ouais. Ou un autre, par exemple, qu'on voudrait baptiser Gengis Khan. Tu sais, ça serait pas populaire. Malgré que c'est un héros, selon certaines personnes en Mongolie, mais ça, c'est autre chose. Maintenant, la tendance est aux prénoms originaux, parfois trop. Heureusement, l'État civil veille au gré. Voici le top 20 des prénoms les plus improbables refusés ces dernières années. OK. Le choix du prénom de l'enfant à naître est la première grande responsabilité que doivent assumer les futurs parents. Il y a les adeptes des listes à rallonge, ceux qui se réfèrent au classement des personnes populaires et ceux qui préfèrent au contraire les prénoms rares. Ces dernières années, les couples ont été nombreux à choisir un prénom insolite à leur bébé. Mais certains le sont tellement qu'ils ont été refusés par l'État civil, et pas seulement qu'au Québec. Voici une liste de ces patronymes loufoques qui ont été refusés par les officiers de l'État civil français, soucieux de leur bien-être. Alors, tiens-toi bien, mets ta ceinture. On met ça, puis les bretelles en plus. On s'attache. Il y a par exemple le cas de Nutella. L'enfant qu'on voulait baptiser Fraise, Clafoutis, ou Anomalie, ou CR7. Hey, Anomalie, tu sais, franchement. CR7, c'est pas une Mazda, ça? Je pense que c'est ça, CR7. Il y a un prénom aussi qu'on voulait donner, c'était, tiens-toi bien, Anal. Oh my God. Il y a Excel, ça c'est une Toyota. Ouais, ou la gomme. La gomme Excel. Il y a Désigual. Non, mais les parents prennent toute la drogue ou sont vraiment sérieux? Écoute, peut-être, je des sais fois, pas. Que je me demande. Il y en a un, c'était Metallica Astérix. En un seul nom. Ouais. Lucifer, ça peut se comprendre. Il y avait aussi Prince William avec un trait d'union. Il y avait Bob l'éponge qui a été refusé. Ah, mais c'est sérieux. Il y a Titeuf, T-I-T-E-U-F. Il y a Spirou. Puis on parle des prénoms qui ont été refusés en France, c'est ça? Oui. Il y a Spirou. C'est comme les bandes dessinées. Ah ouais. Il y a Flore Avril. Il y a Manhattan. Il y a Mini Cooper et aussi il y a Ikea. C'est n'importe quoi. Imagine-toi. C'est un enfant à monter soi-même. Ah oui, c'est ça exactement. T'sais. Alors, l'État peut refuser certains prénoms. Depuis la loi du 8 janvier 1993, les parents sont autorisés à donner n'importe quel prénom à leur enfant dans la mesure où celui-ci ne contrevient pas à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas contraire, là, je parle en France, dans le cas contraire, le prénom peut être contesté par l'officier d'état civil, comme cela a heureusement été le cas pour IKEA, CR7 ou encore Clafoutis. Alors certes, la tendance est aux prénoms rares et originaux, mais il y a un monde entre un prénom atypique et un prénom totalement importable. Selon une circulaire du 30 octobre 2011, les prénoms posant problème sont ceux ayant une apparence ou une consonance ridicule, péjorative ou grossière, et ceux difficiles à porter en raison de leur complexité ou de la référence à un personnage déconsidéré dans l'histoire ou encore de vocables de pure fantaisie. Le prénom nous suit toute notre vie. C'est l'élément central de notre identité. N'oubliez jamais que votre enfant va vivre avec, le prononcer et l'épeler un nombre incalculable de fois. Soyez donc charitable avec lui. Et souvent, moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, entre autres, là, c'est de voir est-ce que ça va bien avec le nom de famille aussi. Parce que si ça coule, ben, c'est plus facile à se faire rappeler de ce nom-là. Il y en a, par exemple, qui portent un long prénom avec un long nom de famille. Ouais. Ça, je trouve ça... c'est pas horrible, mais il me semble que c'est un peu malcommode. Ouais, des fois, c'est plus pratique d'avoir quelque chose d'un peu plus petit. Là, ouais. Alors, on nous dit aussi, voici un petit tour d'horizon de prénoms interdits dans le monde. Au final, mieux vaut se rabattre sur les prénoms classiques pour éviter toute faute de goût ou bien opter pour un prénom qui se prête au surnom si vous souhaitez une touche de fun. Ou qui sont trop à la mode. Tu sais, des fois, il faut faire attention. Des fois, les noms classiques, c'est quand même plus gagnant. Oui. Alors, voici d'autres noms qui ont été refusés par des prénoms qui ont été refusés par le monde. Voici, comme par exemple, il y a eu Christ. Alors, l'anecdote est tellement farfelue qu'on se croirait dans une scène de La vie est un long fleuve tranquille. Pourtant, des parents néo-zélandais n'ont pas hésité à appeler leur enfant Christ. Résultat, la justice a dû intervenir. Et on peut comprendre. Alors que Jésus est répandu, là, le prénom Jésus est répandu. Oui, mais surtout chez les Latinos. Oui, exactement. Il y a aussi le prénom Violence. Pour élargir la liste, voici donc Violence. Oui, vous avez bien lu. Violence. Depuis 2008, ce prénom figure dans un registre spécifique publié par les autorités néo-zélandaises et consacré au prénom à proscrire. Considéré comme offensant, voire insultant, Violence ne peut désormais plus être attribuée aux nouveau-nés. Violence, ça part déjà négatif pour moi. Il y a plutôt impossible d'oublier le chien. Oui, le fidèle compagnon canin de Mickey, ce qui n'a pas empêché des parents danois de vouloir offrir ces deux prénoms à leur enfant. Mais quand la fiction dépasse la réalité, la justice danoise n'hésite pas à intervenir. Pluto fait ainsi partie des 1100 prénoms passés en revue et généralement rejetés par les autorités locales. Il y a aussi Querida Pigna. Les Dominicains ne manquent pas une occasion de marquer le coup en matière de prénoms fantaisistes. Si vous avez vu pire, sachez que Querida Pigna signifie littéralement « cher ananas ». Wow! Ça sonne pas si mal, mais en sachant la définition, je trouve que c'est ça, effectivement, c'est pas applicable vraiment. Ouais. Alors, on nous dit drôle de trouvaille que celle-ci. Heureusement, en 2007, ce prénom a fait l'objet d'une interdiction radicale. Pas étonnant. Si aujourd'hui les prénoms insolites gagnent du terrain, certains parents ne se font pas prier. En atteste ce petit baptisé Monkey, autrement dit singe, un prénom affiché sur la blacklist danoise, mais non pas interdit. Il y a aussi Justice. Toujours parmi ces prénoms proscrits en Nouvelle-Zélande par le département des Affaires internes, Justice, sacré prénom apporté par le petit bout concerné. Les parents espéraient peut-être un destin hors du commun pour leur enfant. Eh bien, c'est raté. Un dernier, peut-être... Oui, il reste 30 secondes à peu près. OK, un dernier peut-être assez spécial. Anus, imagine-toi. Aïe, aïe. Tout comme la Nouvelle-Zélande, le Danemark n'hésite pas à hausser le ton face aux excentricités des jeunes parents pour le choix du prénom du nouveau-né. Et certains parents ont décidé de jouer avec les nerfs de leur officier d'état civil en baptisant leur enfant Anus. Non, mais quand même. Décision révoquée, bien évidemment. Hey, merci Pierre. En tout cas, on va donner la référence de notre site, comme d'habitude, sur le site antenne.qc.ca, les gens qui voudraient le lire, parce que, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça qu'on voulait montrer dans ce bloc-ci, là, un peu la folie des fois, des gens vivent des fois de la folie, puis ça peut quand même affecter les enfants, donc merci pour ça. Vous syntonisez actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale.
Nous poursuivons au micro avec le sujet entamé plus tôt, Pierre, les enfants de femmes battues. Un sujet difficile, mais dans lequel on apprend finalement qu'il y a des choses pas mal graves qui se vivent là, au niveau des enfants. Oui, les enfants qui, dans les cas de violence conjugale, par définition, ne sont pas battus, ils ne sont pas frappés, mais ils sont témoins de violence. Et ils sont un peu victimes collatérales, comme tu disais là, tantôt. Oui, exactement, oui. Ouais. Alors, j'ai pris ce texte sur le site internet marieclaire.fr, un site français, et on parlait du documentaire tourné par Madame Géraldine Levasseur, qui avait passé sur la télé française en 2019, et ça s'appelait « Enfants de femmes battues, les oubliés ». Et alors, on a fait une entrevue avec Madame Levasseur, et on lui demandait « Faudrait-il remettre en cause l'idéologie du maintien à tout prix des liens familiaux. » Et Mme Levasseur nous répond, en France, on a effectivement toujours considéré qu'il fallait maintenir le lien avec le père même incarcéré pour avoir violenté ou même avoir tué sa compagne. Un père en prison peut s'opposer aux soins psychologiques prescrits à son enfant. Reste que, dans la mentalité française, l'autorité parentale et les liens biologiques doivent être préservés. Et puis, on ne s'intéresse hélas pas beaucoup aux enfants de manière générale. Je l'ai constaté dans les nombreux sujets que j'ai traités comme la pornographie sur Internet et ses dommages sur les ados les plus fragiles. On lui demande ensuite, Kenny, dont le père pompier a assassiné la mère, avoue qu'il a cette colère dans le ventre, une violence qu'il a peur de reproduire. Et Mme Levasseur nous répond, oui, de nombreux garçons sentent cette colère qui gronde en eux. Selon le juge Durand, 70% des jeunes qu'il reçoit en audience seraient issus de foyers où règnent des violences conjugales. On leur demande de ne pas reproduire un schéma. On sait qu'on reproduit tous des schémas, mais sans prise en charge, comment l'éviter? On peut faire le pari que ce documentaire va aider Kenny, mais il y a beaucoup de Kenny dans la nature aujourd'hui. Quand on connaît l'histoire des hommes violents qui participent à des groupes de parole, on constate qu'un sur 3 a été victime de violences conjugales subies par sa mère. La résilience est rare. Il faut briser cette malédiction. Mais pour ça, il faut réussir à débrider la parole des enfants. On déclare qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, mais il faut préciser au moment où elle lui annonce qu'elle se sépare. Hey, c'est beaucoup. Oui, c'est souvent ça qui est le déclencheur, malheureusement. Là, c'est ça. C'est ça qui rend un peu fou ces hommes. Là, ouais. Pris dans un conflit de loyauté, dans une situation invivable avec une mère sous emprise, il faut imaginer que les enfants lui mettent la pression pour qu'elle s'en aille. Au bout d'un moment, elle rassemble toutes ses forces et annonce à son conjoint qu'elle va le quitter. À partir de ce jour-là, elle est en très grand danger. Et il y a des lieux dans lesquels les femmes sont battues, la chambre à coucher ou la salle de bain. Alexandra Lange, elle, c'était dans la cuisine qui la frappait. Et c'est dans la cuisine qu'elle lui a annoncé qu'elle allait le quitter. Et c'est là... Des fois, je me demande, Pierre, s'il n'y aurait pas un mécanisme qui ferait en sorte que la personne l'annonce, mais qu'elle soit déjà sortie de l'endroit puis qu'elle ait peut-être une personne avec elle, tu sais, ça éviterait un paquet de drames. Là. Tu sais, je trouve qu'il devrait y avoir, avant d'annoncer ça à son conjoint, elle devrait comme avoir un encadrement avec quelqu'un pour dire... Une espèce de bodyguard. Oui, pour pas qu'elle se fasse justement violenter puis qu'elle sorte immédiatement. Là. Tu sais, c'est ça. Oui. Le message à faire passer aux femmes et aux enfants, c'est qu'il faut partir tout de suite. Mais comment expliquer ça à des enfants de 5 ou 6 ans? Il faut des relais. On lui a demandé à Mme Levasseur par la suite, Séphora, fille d'Alexandra Lange, acquittée en 2012 du meurtre de son mari violent, qui a tenté de l'étrangler, a accepté de témoigner. Ce combat contre les violences faites aux femmes serait-il le combat de sa vie? Mme Levasseur répond, on s'est vu dans un café de sa ville, dès qu'un homme entrait, elle tremblait. Elle porte un profond traumatisme. Mais Séphora a été aidée, entourée à partir du moment où son père, qu'elle appelle son géniteur, est sorti du paysage. Prise en charge à l'école par des éducateurs, des assistantes sociales, elle a réussi à se structurer. C'est une jeune femme réfléchie et posée. Nous avons réalisé son interview qui a été très douloureuse. On a fait de nombreuses pauses. Ce souvenir était insupportable pour elle. Cela ravivait tout.
En revanche, pour la seule fois de sa vie, elle a voulu entrer dans les détails, les coups, les pleurs, la peur que sa mère meure et l'injustice à l'école. Elle m'a dit quelque chose d'important. Elle a dit que j'aurais pu en parler à l'école. Il fallait juste me poser les bonnes questions et j'aurais pu changer le destin. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que le rôle de l'école est fondamental. Sephora veut devenir avocate. En France, elle est ambassadrice auprès du ministère de la Santé pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce combat, elle va le porter. Fin de l'article. Mais plus près de chez nous, il existe, en fait, c'est situé à Laval, ça s'appelle la Maison Lester. C'est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales. Les intervenantes croient au potentiel de chaque femme et enfant. Elles croient en leur capacité de prendre leur avenir en main. On peut les rejoindre au téléphone 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est dans le 450, c'est au 963-6161. 963-6161. Il nous reste environ une dizaine de secondes. Alors, les gens qui veulent lire l'article, je pense qu'on va mettre le lien de toute façon sur notre site, là, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie Douce. Il s'agit du segment sur les enfants de femmes battues. Merci Pierre pour ça et on espère que ça va s'améliorer. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Avant de terminer ce rendez-vous, merci beaucoup Pierre pour ton travail en régie. Bienvenue mon cher. Ainsi que pour tes espressos, tu nous as amené le sujet « Les enfants de femmes battues ». Notre collaboratrice en début d'émission, Catherine Stassin, nous a amené son sujet « L'angoisse du lendemain de veille ». Au début de deuxième demi, en fait, on a eu un segment spécial, une habitude qu'on n'a pas souvent, mais ce qu'on a amené ça, c'était les prénoms loufoques. Donc, on vous a livré, toi, Pierre et moi. Donc, c'est donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.